les gens consomment de la pornographie, plus le nombre, on regarde les statistiques, là, plus le nombre d'agressions sexuelles et d'infractions sexuelles augmente. Sexuer en tout temps, être très conscient de son image. Il y a des pédiatres qui disent d'ailleurs que beaucoup de jeunes filles souffrent de troubles alimentaires depuis l'omniprésence des réunions en ligne, des cours en ligne. Avec les psychologues. C'est ça. Il y a vraiment un problème chez certains avocats de la défense qui vivent, mais qui ont des préjugés incroyables contre les victimes et qui les assument pleinement. Mais c'est là où je pense qu'une jeune fille ou une jeune femme doit avoir de la difficulté à mettre ses limites quand elle regarde des pop stars comme Miley Cyrus qui, en plein show, fait des fellations à un genre de Bill Clinton. Bonjour, bienvenue à Juste pour savoir, émission d'intérêt public où je reçois des invités pour parler de sujets qui nous concernent tous. Sachez que mes invités parlent en leur nom uniquement et expriment leurs propres opinions. Ici, on a des discussions dans l'ouverture d'esprit, dans le respect, et il n'y a rien qui est dit ici dans le but de blesser qui que ce soit. Je suis Héloïse Bois, votre animatrice de la chaîne Hello veut savoir, et aujourd'hui, on parle de féminisme et d'hypersexualisation. Pour ce faire, j'ai 3 invités. Bonjour, mesdames. Je vais vous introduire. Je vais commencer à ma gauche avec Rachel Chagnon. Vous êtes avocate de formation, professeure de droit à l'UQAM depuis 2007. Vous dirigez actuellement le département des sciences juridiques. Vous vous intéressez plus particulièrement aux questions liées aux discriminations sexo-spécifiques et au parcours des victimes de violences dans le système judiciaire. Merci d'être là. Ensuite, on a Geneviève Desmeules. Bonjour Geneviève. Vous êtes administratrice de PDF Québec, PDF qui est pour le droit des femmes. En tant que féministe, vous vous intéressez aux conséquences de la pornographie et de l'hypersexualisation de la femme dans les nouveaux médias et la culture populaire, particulièrement chez les jeunes publics. Et pour terminer, Joanne Jutras, vous êtes actuellement étudiante au certificat en santé sexuelle, en plus d'être titulaire d'un bac, de 2 maîtrises, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en études féministes de l'Université Laval. On peut dire que vous n'avez pas peur des études? Non, madame. Joanne Jutras, vous avez publié en novembre 2021 l'essai Pornographie que vous avez apporté avec vous. Et depuis 2021, vous êtes responsable du comité sur la prostitution, la pornographie et les violences sexuelles de PDF Québec. Merci à vous 3 d'être là aujourd'hui. Bien, tout d'abord, on veut parler de l'hypersexualisation, mais au début, là, je vous explique, je voulais faire une émission sur le féminisme et quand je me suis mis à vraiment creuser là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de ramifications, c'était tellement rendu complexe que ça méritait d'être sous-divisé en plus qu'une émission. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle vraiment de l'hypersexualisation. Mais on peut dire que le mouvement féministe est scindé depuis quelques temps. Et un des sujets de clivage, c'est vraiment la question du droit des travailleuses au sexe, de revendiquer leurs droits. Il y en a d'autres qui appellent ça de la pornographie, il y en a d'autres qui vont appeler ça de la prostitution, il y en a qui disent que c'est un choix, qu'on ne devrait pas les victimiser. Pourquoi le débat n'est pas tranché? Pourquoi c'est pas fini? Pourquoi la question est si complexe? Qu'est-ce qui nous divise autant? Bien, je pense qu'on peut dire, j'aime pas parler du mouvement féministe comme un mouvement scindé. J'aime mieux parler du mouvement féministe comme un mouvement qui s'est vraiment développé et ramifié dans le temps et qui, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps avec les nouvelles générations, adopte des perspectives qui commencent à évoluer les unes par rapport aux autres. En ce qui concerne le sujet plus délicat de la prostitution / travail du sexe, il faut quand même revenir à la position historique des féministes, particulièrement des féministes issus des milieux du droit et des féministes radicales et matérialistes, pour qui la prostitution fait partie d'un système d'exploitation. En se basant vraiment sur les racines historiques de la prostitution, la conclusion de ce mouvement féministe-là, ça a été de dire que la prostitution nourrit une structure plus large qu'on appelle le patriarcat, qui est une structure qui, dans le fond, a été conçue par les hommes pour bénéficier aux hommes. Et dans cette structure-là, la sexualité des femmes est mise au service des hommes, tant dans la reproduction que dans le plaisir, et la prostitution fait partie de cette architecture-là. Ouais. Et plus récemment, ce qu'on a vu, puis je pense que les avancées féministes en sont en partie responsables, on a vu se développer une nouvelle perspective sur la prostitution où là, on va tendre vers le travail du sexe, parce que bénéficiant des avancées féministes, il y a de plus en plus de femmes qui considèrent que vivre du sexe tarifé, là, c'est pas... Bon, premièrement, on a beaucoup cherché
à déstigmatiser les femmes qui étaient dans la prostitution. Puis je pense que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des nouvelles générations de femmes qui trouvent que le travail du sexe n'est pas un problème d'exploitation, c'est pas un problème de stigma. Le problème étant pour ces femmes-là davantage dans l'œil des personnes qui regardent et surtout celles qui réussissent à pratiquer dans des bonnes conditions où elles contrôlent leur clientèle, contrôlent leur environnement, contrôlent un peu comment les choses se passent pour elles. Elles n'ont pas le sentiment de participer à un système d'exploitation et elles reçoivent l'appui d'une nouvelle génération de féministes qui ont tendance à aller vers une vision peut-être un peu plus individualiste du féminisme, mais qui est aussi une question de libération puis de droit de choisir pour les femmes. Ouais. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ces deux perspectives-là, une perspective qui est peut-être plus ancrée dans une vision collective puis une vision historique de l'exploitation des femmes et une perspective qui est peut-être plus ancrée dans une perspective identitaire et de liberté individuelle qui s'affrontent sur cette question-là. Bien, je trouve ça super intéressant parce que c'est bien résumé. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment le collectif où on remet en contexte qu'on est dans une société patriarcale et donc que le regard qui est porté quand même, il devrait être pris en considération. Puis il y a les autres féministes qui se disent, ben non, moi, je le fais, je l'assume, puis peu importe comment ce sera reçu. C'est ce que je comprends. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, mais moi, je dirais que depuis le début des années 2010, le mouvement des femmes, comme disait Rachel, c'est comme un peu positionné entre le travail du sexe et puis la prostitution. Dans le cadre de l'adoption de la loi canadienne sur l'exploitation sexuelle, mais par rapport à la prostitution, parce que le gouvernement canadien a amorcé, veut créer une loi, il a changé le modèle de la législation au Canada, parce qu'avant ça, la prostitution, ce n'était pas un crime. Ce qui était criminalisé, c'était tenir un bordel, par exemple, une maison de débauche, le proxénétisme. C'était des conditions liées à la pratique de la prostitution. Avec la loi qui a été adoptée en 2014, ce qui est arrivé, c'est que le Canada a décidé d'adopter le modèle nordique, qui était adopté déjà en 1999 par la Suède, et ce qui a fait en sorte que, dorénavant, c'était plus les femmes qui étaient criminalisées, mais davantage les hommes. De consommer... Ceux qui achètent des services sexuels, que ce soit au niveau de la prostitution, les salons de massage, les bars de danseuses, etc. Mais la loi a été adoptée, ça fait maintenant 8 ans, et là, récemment, ça a amené beaucoup de positionnements dans le mouvement féministe entre les pros-travail du sexe puis les femmes qui veulent sortir de la prostitution ou les féministes matérialistes, entre autres, dont je suis. Est-ce qu'on peut définir le thème féministe matérialiste, juste pour ceux qui sont pas... C'est quoi la définition un peu de tout ça? Bien, en fait, les féministes matérialistes, moi, je dirais que c'est celles qui ont une approche marxiste, issus du marxisme, et puis qui font en sorte qu'ils étudient davantage les conditions d'exercice de cette pratique-là. Si je peux me permettre d'un petit complément, en fait, pour les matérialistes, ce qui induit les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est vraiment comment la société est construite. Donc, c'est les conditions matérielles de vie, d'où le mot matérialiste. Donc, c'est les matérialistes quand elles sont dans la tradition marxiste, parce que pour elles, le problème, c'est un problème systémique. Oui. Pour employer un mot à la mode. Oui. Donc, voilà. Ça. Par rapport à d'autres catégories d'autres catégories de féminisme, où on pense au féminisme queer, qui, eux, vont mettre davantage l'accent sur le respect des identités. Là où on est dans un autre registre. Mon Dieu, il y en a beaucoup. Ça, c'est beaucoup développé. Ça, c'est beaucoup développé. Aviez-vous fini votre idée, Joanne? Mais c'est ça, c'est que présentement, en février dernier, le gouvernement fédéral a fait l'évaluation de la loi qui avait adoptée en 2014, qui pénalise les clients, pour voir c'était quoi les effets, qu'est-ce que ça avait amené. Et là, on a vu surgir dans le mouvement des femmes beaucoup de militantisme, je dirais, du côté des travailleuses du sexe, qu'on appelle entre guillemets, et du côté des féministes qui sont davantage contre l'exploitation sexuelle du corps des femmes et des services. Et ça a amené beaucoup
Dissension. De tension. Puis parce que c'est des modes de vie, la législation au Canada est importante. Puis les différents groupes militent avec leurs arguments de chacun des côtés pour faire valoir que finalement, il y en a qui disent non, on n'en veut pas du tout de criminalisation. Ils veulent complètement décriminaliser la prostitution. Sans nuance. Sans nuance. OK. C'est aucune loi, aucun encadrement. OK. Laissez-nous faire ce qu'on veut faire. OK. Alors que les protagonistes dont je suis sur la question d'instaurer le modèle nordique, le modèle suédois, c'est-à-dire pénaliser le client, c'est lui qui est à la source de la prostitution. Ouais. Hein, c'est lui qui est en demande pour avoir des services sexuels, pour exploiter le corps des femmes. Ouais. Donc, du côté des féministes qui militent en faveur du modèle nordique, qui a été adopté par le Canada en 2014, ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont fait l'évaluation de la loi, il y a plusieurs groupes communautaires, des gens de la police, de la GRC, toutes les personnes, les intervenants liés à l'application de la loi. On s'est rendu compte au Canada que la loi avait été pas appliquée de la façon uniforme à travers l'ensemble du Canada. Ah bon? Il y a des policiers, des services de police qui ont décidé de pas du tout s'occuper de ce problème-là, parce qu'entre autres, il manquait de ressources. Souvent, il y avait de ressources financières, d'effectifs pour s'occuper vraiment de courir après les clients. Oui. Hein? Puis d'autre part, il y a d'autres provinces, comme en Alberta. Eux autres, ils ont fait une application très rigide avec poursuivre le client, les surveiller, aller dans les salons de massage, dans les rues, etc. Donc, il y a eu une application qui était comme... Manquait de cohésion, uniforme à l'ensemble du pays. Puis tout dépendant aussi des mentalités de chacune des provinces, des effectifs, ce qui fait en sorte que, dans le fond, la loi, elle a été plus ou moins appliquée. Et quand on regarde ici au Québec, il y a à peu près seulement 1000 clients qui ont été interpellés. En 8 ans. En 8 ans. OK. Puis sur les 1000 clients, là, il y en a peut-être 200 qui ont été reconnus, déclarés coupables. Et une fois qu'ils ont été déclarés coupables, ben là, finalement, souvent, c'est une petite amende ou... Fait que finalement, c'est pas considéré comme quelque chose de très grave. C'est ça que ça dit, là. Il y a vraiment... il y a un problème dans l'application de la loi en ce qui concerne les clients. Le modèle nordique parce qu'avant, ce qui était très difficile pour les personnes dans la prostitution, c'était la criminalisation de la sollicitation de rue. C'était là où le plus grand nombre de femmes se faisaient arrêter. Puis si on regardait les statistiques en matière d'arrestation, puis en matière d'accusation, ce qu'on constatait, c'est que dans les crimes reliés à la prostitution, 80% des personnes qui étaient arrêtées, c'était des femmes. Seulement 20% des personnes qui étaient arrêtées étaient des hommes. Ça, c'était l'ancien modèle. Okay. Dans le nouveau modèle, là, les femmes ne sont plus arrêtées comme avant, mais le Canada a pas vraiment totalement embarqué dans le modèle nordique. Il y a des types de sollicitations qui continuent d'être criminalisés, là, je pense qu'il faut le dire. Et donc, on a encore des femmes qui sont arrêtées pour sollicitation. Puis j'insiste sur le mot « femme » parce que c'est quand même 70% des personnes dans la prostitution / travail du sexe sont des femmes ou, pourrait-on dire, des personnes qui s'identifient comme telles, là, ce qui revient pas mal au même. Là. Donc, ces femmes-là continuent d'être arrêtées. Puis, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des personnes qui sont arrêtées ou condamnées, ce sont des hommes. Mais les taux de condamnation pour les crimes reliés à la prostitution ont fondu comme neige au soleil. Il n'y en a pratiquement plus. Et le problème, le proxénétisme, ce qu'on voit, c'est qu'à travers le Canada, ça beaucoup plus sévèrement qu'avant. Il y a beaucoup plus de ressources qui ont été investies dans les différents corps policiers canadiens pour s'en prendre au proxénétisme et à la prostitution juvénile. Là, on voit qu'il y a un effort qui a été fait sur ces volets-là. Là où il semble qu'on ait frappé un mur, ou en tout cas qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas ce à quoi on s'attendait, c'est la criminalisation des clients, où là, les résultats sont très inégaux d'une province à l'autre et où on constate que dans une majorité de provinces, il faut le dire, les résultats sont pas... vraiment, le nombre de personnes arrêtées et le nombre de personnes condamnées sont manifestement bien en deçà de la réalité. Ouais, et là, ça pose la question à savoir est-ce qu'on a la bonne stratégie pour Mais est-ce que ça a fait ses preuves, ce système-là, dans les pays nordiques? En Suède, oui, assez bien.
Bon, rien n'est parfait. Ceci dit, là, on pourrait élaborer longtemps là-dessus. Mais en Suède, c'est on a vu une réduction vraiment importante de la prostitution et aussi une réduction importante chez les clients potentiels du seuil d'acceptabilité face à la prostitution. C'est-à-dire que quand on fait des sondages dans la plupart des pays d'Europe, les pays parmi lesquels où les clients potentiels disent qu'eux, ils paieraient jamais pour avoir des services sexuels. Ouais. Là où on a les plus hauts pourcentages, c'est vraiment dans les pays nordiques. Okay. Et on lit, parce que si on fait une lecture dans le temps, on remarque que la mise en place de mesures plus strictes amène une prise de conscience. Puis là, ce qu'on constate, c'est chez ces populations-là, les hommes, parce que 99% des clients en prostitution sont des hommes, disent de façon assez majoritaire, puis c'est des majorités assez écrasantes, de dire bien, je ne paierai pas pour avoir des services sexuels parce que je considère que c'est de l'exploitation. Puis plus on va dans des pays où il y a une grande tolérance par rapport à la prostitution, évidemment, plus le nombre de personnes qui paieraient puis qui considèrent que c'est pas de l'exploitation augmente. Ouais. Donc, mais dans les pays nordiques, outre la criminalisation des clients, la deuxième mesure qui a été assez efficace, c'est des mesures de conscientisation. Ce qu'on n'a pas eu beaucoup au Canada, puis ce qu'il y a eu beaucoup dans les pays du Nord, comme en Suède et en Norvège, c'est des campagnes publiques, c'est vraiment... Parce qu'il y a une question d'éducation derrière ça. Ben, voilà. Et c'est ce qui, selon... Là, je donne mon avis personnel. C'est ce qui a manqué. Oui, c'est ça. Oui, il faut rééduquer la population, finalement, par rapport à cette question-là. Mais là, si je comprends bien, c'est qu'il y a des féministes qui considèrent que même la prostitution avec proxénète, c'est un droit de la femme qui doit être protégé, ou c'est pas exactement dans ces zones-là que ça se passe, Geneviève? Mes collègues pourraient en parler encore mieux que moi, mais moi, je remarque cette espèce d'opposition entre les deux idéologies, je ne sais plus comme ça, c'est pas le terme le plus approprié, mais bref, je pense que cette valorisation du travail du sexe par rapport à la prostitution, en opposition à la prostitution, je pense que c'est très lié depuis ces dernières années, depuis peut-être le début des années 2000, à une omniprésence de l'image de la femme dans les écrans, sur les réseaux sociaux, l'accessibilité de la pornographie en ligne aussi. Évidemment que la pornographie en ligne, ça n'implique pas les mêmes conditions non plus que la prostitution en ligne, ça n'implique pas les mêmes conditions que la prostitution de rue, par exemple. Oui, non, c'est ça. Hein? Il reste que nous croyons que ça reste quand même la prostitution, puis qu'il peut y avoir un système d'exploitation quand même qui est lié par le biais de grandes compagnies, par exemple, du web. Donc, je pense que c'est peut-être important aussi de réfléchir à ça, cette omniprésence de l'image, l'importance de l'image de soi sur les réseaux sociaux, puis que la femme soit la plus parfaite possible, la plus attirante, la plus sexy. On ne le voit pas que sur les réseaux plus pornographiques. Je veux dire, on le voit sur des réseaux très mainstream, sur Facebook, sur TikTok. Je les vois, moi aussi, je les utilise, les réseaux sociaux. Je pense que ça participe à ça. Et puis, je remarque que beaucoup de jeunes féministes ont cette idée, cette opinion qui finalement est plus reliée à l'individualisme qu'au collectif, c'est-à-dire ne plus le comprendre comme un système qui peut exploiter les femmes la majorité du temps, en majorité, mais bien un libre choix pour soi seulement lié à soi-même et à ses propres besoins. C'est ça. Hein? Cette opposition-là de l'individuel puis du collectif a beaucoup à voir dans ce débat-là, je pense, c'est ça. De la pornographie et de la prostitution, puis et puis la présence du web, l'omniprésence du web et des réseaux sociaux, une influence énorme sur l'image de la femme, donc sur la consommation de son corps aussi. Exact, parce que là, on a vraiment on est dans un monde où on parlait d'éducation, on est quand même bombardé d'images de femmes hypersexuées. En même temps, on nous dit
On a un discours de plus en plus inclusif sur les corps, accepter chacune notre différence. De plus en plus de campagnes de publicité, d'ailleurs, qui se font avec une variété de corps, là, ce qu'on avait moins avant, dans les années 90. Donc, on a comme un paradoxe dans ce qu'on nous envoie comme image en tant que société, mais qu'est-ce qui prédomine? Parce que là, on voit, dans le fond, que la pornographie continue d'avoir une influence sur la femme, comment la femme se perçoit, malgré le fait qu'il y a des campagnes publicitaires avec différents types de corps. On continue d'avoir comme ce stéréotype de la femme parfaite. J'imagine que la pornographie a quand même une influence dans ça, dans la société. Jusqu'à quel point on pourrait dire... Bien, d'abord, ça a une influence importante au niveau de la santé sexuelle. Oui. Parce qu'il y a toujours le phénomène de la femme dans la porno, c'est souvent des gros plans, hein, sur les seins, sur les fesses, sur les parties génitales. Donc, le corps de la femme se trouve être fragmenté. Donc, ce n'est plus un corps, ce n'est plus un être, ce n'est plus une personne. Ce sont des morceaux de personnes. Ça devient des objets, des particules avec lesquels on peut faire à peu près n'importe quoi. En termes d'actes sexuels. Quels sont les problèmes liés à la pornographie de masse, dite mainstream? Bien, en fait, je donnerais 2 exemples. Au Québec, il y a eu 2 sociologues qui ont travaillé là-dessus sur les contenus qu'on retrouve, par exemple, sur Pornhub. Ils ont regardé les 50 vidéos les plus populaires sur Pornhub. Et là, on a vu les scénarios répétitifs qui reviennent tout le temps. D'abord, on voit très bien que la porno est faite pour les hommes parce qu'il y a 78 % où on voit les hommes qui sont en train de jouir dans la porno, alors qu'il y a seulement 18 % de femmes qui jouissent. Ensuite, le principal scénario qu'on voit, ça va être la pénétration des actrices, soit vaginale ou anale, mais sans stimulation du clitoris. Donc, le plaisir de la femme. Le plaisir de la femme, on peut mettre un point d'interrogation. Ouais. Ensuite de ça, l'atteinte de l'orgasme chez l'homme va mettre fin à la scène filmée. C'est le climax, là. C'est le gros climax, c'est ça l'ultime, le but ultime à atteindre. Ouais. Donc, ce qui fait en sorte que l'orgasme clitoridien n'est pas du tout valorisé, puis c'est même considéré comme marginal dans la porno mainstream. Ensuite, comme dans une relation sexuelle, je dirais, normale, entre parenthèses, la réciprocité entre les partenaires n'est pas du tout là. Hein? Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'écoute par rapport à ton partenaire sexuel. C'est des clips, des images saisissantes, c'est des portions, etc. Puis c'est souvent des scénarios de one night stand qu'on appelle, une soirée d'un soir. Oui, qui ne se connaissent pas vraiment, puis là, ça se passe. Oui. Ça, c'est Léa Séguin de l'UQAM qui a fait cette étude-là avec Julie Lavigne et d'autres chercheurs, Martin Blais et compagnie. Mais aussi, il y a une autre étude qui a été faite par Erin Shore, qui est sociologue à l'Université McGill, qui a fait une étude sur les 172 vidéos les plus populaires mises en ligne sur Pornhub de l'an 2000 à 2016. Pendant 16 ans, et lui, il a tout analysé ça avec une équipe. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y avait une présence d'agression visible dans 42 % de ces vidéos-là. Agression envers la femme, on est d'accord, c'est pas envers l'homme aussi. Oui. Agression envers les actrices, principalement. Et qu'il y avait des agressions non consensuelles dans 15 % des cas des 172 vidéos. Ce qui est marqué aussi, qui est intéressant, c'est que les actrices de tout âge, qu'elles soient adolescentes ou qu'elles aient l'air, du moins. Qu'elles aient l'air adolescentes, qu'elles soient, ou les actrices d'âge plus mûr, que la vingtaine ou la trentaine, que peu importe leur âge, elles manifestaient davantage de plaisir quand elles étaient agressées physiquement, violentées. OK. Donc, c'est gratifier la violence. Ça envoie le message que les femmes aiment ça. C'est ça. D'autre part, quand il a analysé principalement les adolescentes, ou celles qui en avaient l'air, il a constaté qu'elles avaient 2 fois plus de chances de figurer dans des scènes de pénétration anale et 5 fois plus de chances que cette pénétration-là soit violente, qu'elle ne soit pas consensuelle. Wow. Donc, ce qu'on constate, c'est que la culture du viol est vraiment présente. Oui, c'est ça. Sur ces vidéos-là
diffusés par Pornhub. Ce que je comprends de ça, c'est qu'on est dans notre société, on nous dit qu'il faut lutter contre la culture du viol, qu'il faut changer notre approche en tant que société, mais on sait que beaucoup de gens consomment de la pornographie, puis là, on reçoit une glorification, en fait, de la culture du viol. Tout à fait. Est-ce qu'on a une idée de la quantité de gens? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde consomme de la porn? C'est quoi? Est-ce qu'on a des chiffres? Bien, on n'a pas des chiffres pour l'ensemble de la population parce que c'est difficile, vu le seuil d'acceptabilité sociale de la pornographie, d'avoir des personnes qui vont répondre de façon totalement honnête, même dans des sondages anonymes. Puis ça, il y a beaucoup d'études qui montrent que même dans des sondages anonymes, sur les questions sensibles, les gens vont avoir tendance à avoir une réponse qui correspond au consensus social. Okay, ouais. Mais lorsqu'on voit des agrégateurs comme Pornhub et lorsqu'on regarde le phénomène OnlyFans, qui est cette plateforme web qui permet à des personnes de créer des sites d'abonnement où là, les gens vont avoir des personnes abonnées. Qui mettent elles-mêmes leur contenu, qui mettent leur propre contenu en ligne, vidéo, photos ou autres. Et là, les seules personnes qui ont accès à ces contenus-là sont des personnes abonnées, ce qui permet de chiffrer, parce que là, on sait combien d'abonnés, on sait un peu d'où les abonnés viennent. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même... c'est très populaire, là. On va parler en dizaines de milliers de personnes, on va parler en centaines de milliers de personnes. Donc, ce qu'on constate... Au Québec. Pour le Québec, le Canada, oui. C'est des sites qui sont extrêmement visités et qui sont, il faut le dire, extrêmement faciles à visiter. On parle entre autres de Pornhub. Pornhub, il y a un accès gratuit à un matériel pornographique qui est quand même assez important. Et ça fait qu'on voit une circulation qui correspond vraiment à la disponibilité du matériel qu'on trouve. Puis je pense que Joanne avait d'ailleurs des chiffres chez les plus jeunes, chez les ados, sur la consommation de pornographie. Oui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 63,4 % des jeunes de secondaire 3 au Québec qui ont déjà regardé de la pornographie. Puis il y en a 32,5 % d'eux qui en consomment au moins 30 minutes par semaine. Donc, c'est une habitude, là, finalement. C'est intégré dans leur vie. Et ça fait leur éducation sexuelle à ces jeunes-là, j'imagine. Oui, parce que depuis 2001, le ministère de l'Éducation au Québec a suspendu les cours d'éducation à la sexualité. Ça a recommencé en 2019. Il n'y avait plus du tout d'éducation sexuelle depuis 2001 dans les écoles secondaires? Tout à fait. Alors, c'est qui fait en sorte que la nature a horreur du vide. Alors, les jeunes sont curieux, c'est normal. Oui, puis les hormones se réveillent aussi, c'est ça, la crise d'adolescence? La puberté, les hormones se réveillent, puis ils veulent savoir comment ça fonctionne. Donc, la pornographie est devenue le principal moteur de leur éducation sexuelle. Wow! Mais ça veut dire qu'on a comme une génération entière qui a été faire, en tout cas du Bon-Québec, là, qui a été faire son éducation dans les films pornographiques. C'est ce que je comprends. Oui. Est-ce qu'on a une idée de comment ça se traduit dans la société, ça? Bon, on le remarque avec le mouvement MeToo, peut-être? Bien, en fait, c'est complexe parce que ça suscite... Bon, de un, ce qu'on voit, c'est que on a quand même une génération de jeunes adultes qui ont beaucoup moins de tabous par rapport à la sexualité que les générations précédentes. Et ce n'est pas que malsain, d'avoir une sexualité épanouie et assumée. Il y a quelque chose quand même de très bien là-dedans. Je pense qu'il faut encourager ça. Par contre, ce qu'on voit, puis il y avait eu un reportage de Télé-Québec qui a été présenté, je pense qu'il y a 1 an ou 2 là-dessus, où là, on posait des questions aux jeunes par rapport à leur sexualité, puis on voyait que dans leur représentation de la sexualité, il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de la pornographie, comme l'allergie à la pilosité, par exemple, le besoin de faire certaines chirurgies plastiques, par exemple, les chirurgies vaginales qui sont populaires chez les jeunes femmes. Donc, on s'est fait dire de quoi c'est supposé avoir l'air la génitalité féminine. Ils l'ont vu en porno, puis elles comparent avec ce qu'elles voient, puis elle dit « Ah, tu sais, bon, il me semble que ça serait plus joli. » On coupe les petites lèvres. Ben oui, c'est ça, pour avoir un vagin qui ressemble au vagin des vedettes. C'est incroyable, quand même. Et puis, les chirurgies esthétiques sont devenues tellement accessibles. Il y a une grande démocratisation de la chirurgie accessible dans le sens que c'est moins cher que ça l'a déjà été. Oui, exactement. Donc, c'est accessible, c'est pas dispendieux. Puis ça répond aussi à une question plus large de la question
de l'image de soi qui est rendu comme... C'est un phénomène qui est exacerbé par les réseaux sociaux où on se met beaucoup en scène, puis c'est des médias visuels. Hein, que ce soit Zoom Instagram, aussi, la pandémie a vraiment amené ça. Là. Oui, puis Snapchat, TikTok, c'est de la mise en scène visuelle. Ouais. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont beaucoup... Il y a beaucoup ça vient beaucoup les influencer, mais en même temps, chez cette jeune génération-là, il y a quand même une réflexion sur le consentement. Ouais. Il y a quand même une espèce de volonté d'affirmation de dire « Moi, je fais ce que je veux avec mon corps et vous ne ferez pas ce que vous voulez avec mon corps. Ouais. » Et on l'a vu dans le phénomène MeToo, ce qui est un phénomène qui est mené par les jeunes femmes de cette génération-là, qui sont les mêmes qui vont faire des chirurgies plastiques, mais qui vont faire des dénonciations sur MeToo lorsqu'elles considèrent qu'elles n'ont pas été traitées, qu'on n'a pas respecté leur corps, qu'on n'a pas respecté leur droit au consentement. Jugez-vous qu'il y a un décalage ou une contradiction de la façon que vous l'amenez? Vous dites que c'est des femmes qui vont d'un côté dénoncer ça, puis de l'autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en incohérence selon vous dans le mouvement MeToo? Moi, je pense que c'est surtout que pour ces générations-là, la question de la contrainte sociale est pas apparente, c'est transparent pour eux autres. Je pense qu'il y a toute une éducation aux enjeux un peu plus macro qu'on retrouvait dans les cours d'éducation sexuelle puis qu'on retrouve maintenant dans les cours d'éducation sexuelle qu'on a Parce que là, on en a en ce moment des cours d'éducation sexuelle. Oui, ils sont revenus. Okay. Puis là, bon, il y a toutes sortes de questions liées à ça parce que le matériel n'est pas toujours facile à enseigner pour les personnes qui le font, puis on manque de spécialistes pour le faire. Mais ils ont ramené les enjeux plus sociaux, la pression des pairs, le rôle de l'éducation, et ils amènent un niveau de réflexion chez les jeunes sur ce qui peut les influencer. Ouais, okay. Je pense que ça, quand on a perdu les cours d'éducation sexuelle, on a peut-être perdu aussi, pour les jeunes, cette capacité-là de poser la question sur qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce que je veux pour moi-même, puis qu'est-ce qui me vient de ma pression des pairs, de ce que je pense que je dois faire pour bien paraître. Oui, c'est ça. Je pense que c'est davantage un combat avec soi-même que ces jeunes femmes-là ont qu'une contradiction. Et puis, il ne faut pas oublier que ces jeunes femmes-là ont grandi et sont adultes avec des jeunes hommes qui n'avaient pas n'ont pas eu de cours de sexualité. C'est ça. Hein? Donc, je pense qu'il y a c'est un combat à l'intérieur d'elle-même, je pense, en même temps que c'est un combat qu'elle mène. D'affirmation, oui, ça peut paraître une contradiction, mais je pense qu'on est dans une période un peu... qui est difficile. Ça doit être difficile pour les jeunes femmes. Vraiment. C'est difficile pour les femmes en général, mais pour une jeune femme, d'avoir à se plier à ces dictats-là, un peu de la beauté, cette nécessité de séduire à tout prix, toujours. D'être une femme sexuée en tout temps. Sexuée en tout temps, être très conscient de son image. On a parlé peut-être hors caméra tout à l'heure du Zoom. Il y a des pédiatres qui disent d'ailleurs que beaucoup de jeunes filles souffrent de troubles alimentaires depuis l'omniprésence des réunions en ligne, on en a des parlé cours ici avec les psychologues. C'est ça. Donc, je pense que je suis assez bienveillante auprès de ces jeunes femmes-là, plus que de vouloir les accuser de contradiction. Je pense qu'ils ont un combat à mener et, avec beaucoup de choses dans leur tête, oui, beaucoup de parasites. Oui, c'est ça. Ça devient dur, en fait, d'être à l'écoute de ce que nous, on veut, surtout quand on parle de sexualité, où c'est une zone très intime, très sensible. Puis là, on tombe presque dans la sexo, mais c'est là où je pense qu'une jeune fille ou une jeune femme doit avoir de la difficulté à mettre ses limites quand elle regarde des pop stars comme Miley Cyrus qui, en plein show, fait des fellations à un genre de Bill Clinton, un gars qui a un masque de Bill Clinton. Puis on sait que le public de Miley Cyrus est extrêmement jeune. Puis là, je prends Miley comme exemple parce que je trouve que c'est la plus dépravée de la gang. Mais il y en a, de plus en plus, on manque de modèles féminins qui nous montrent qu'est-ce que ce serait d'avoir une sexualité saine, d'être à l'écoute de ce que nous, on veut, etc. Puis tu parlais de dictat, je trouve que c'est vraiment ça, c'est que au lieu de ça, on se fait dire que c'est cool d'explorer tout. T'sais, il faut essayer d'être lesbienne parce que ça a l'air que toutes les filles l'essayent. À un moment donné, est-ce que tu le fais parce que la société t'a dit que c'était ça qui se passe en ce moment puis c'est de même qu'on doit vivre notre sexualité? Ou est-ce que
ça t'habite puis tu as vraiment envie de le vivre? Bien, on est dans une société de performance aussi, ça. puis je pense que la sexualité entre dans ce contexte-là énormément. Puis la consommation, donc c'est aussi, je dirais, une manière de comprendre la sexualité comme quelque chose à consommer aussi, donc quelque chose à présenter, à emballer, à vendre. Et donc, pour être accepté. Pour être accepté, oui. Puis, je vais juste faire un petit... peut-être une petite parenthèse, si vous me le permettez, parce qu'on parle beaucoup on oppose beaucoup la libération sexuelle, la libération du corps des femmes à nos inquiétudes par rapport à son hypersexualisation aussi, puis aussi l'omniprésence de la pornographie en ligne et dans certains médias. Quand il y a eu la libération sexuelle, je veux dire, on peut être inquiet et en même temps pour cette libération sexuelle-là. On peut être pro-sexe, même si on est, même si on se pose des questions par rapport au travail du sexe en tant que tel. Là. Je pense que dès que les femmes se sont libérées, à la fin des années 60, il y a eu le mouvement de libération des femmes, du corps des femmes, de la sexualité, tout le mouvement Peace and Love, où on a vu des mouvements de féministes, surtout féministes. Et puis, tout de suite, ce mouvement-là a été récupéré par l'industrie. Ça a été récupéré dès le début des années 60. L'industrie du Oui, l'industrie de la pornographie. Plus que ça, je pense que c'est plus large. Il y a l'industrie de la pornographie, il y a l'industrie du divertissement, il y a l'industrie du cosmétique. C'est ça, oui, tout à fait. Il y a vraiment... les industries. Ça fait vivre beaucoup de monde. C'est lucratif. Le besoin de séduction des femmes, puis la libération des mœurs, puis parce que le droit que maintenant que les femmes ont de se mettre en scène, de se maquiller, parce qu'avant, c'était juste les prostituées qui se maquillaient. Ah oui, et là, on part de L'Oréal, la libération sexuelle, je veux dire... Ça a été payant, la libération sexuelle. Et c'est un drame, d'une certaine manière, parce que ça a été récupéré par une industrie qui était masculine, je pense, en majeure partie. La mafia, même new-yorkaise, a participé à cette... les premiers producteurs de films porno américains, c'est au début des années 70. Les films qu'on connaît, souvent, on les nomme comme référents, qui fait pas toujours des belles histoires, d'ailleurs. Oui, c'était la mafia américaine qui a récupéré, parce que les hommes étaient heureux de voir enfin une femme nue. Au Québec, on a vécu ça aussi, à la fin des années 60 dans le cinéma. Puis, les femmes en ont. Les femmes, ça a été hyper payant, sauf pour les actrices. Oui, je pense que c'est important de le dire, parce que les dernières sur le payroll, c'est toujours les actrices. Exactement. Alors, c'était très payant pour ces industries-là, qui étaient mafieuses, on l'a su, ça a été connu, aux États-Unis notamment. Là. Je parle du cinéma pornographique américain, les premières productions. Puis, alors, ça, il faut réfléchir à ça aussi, je pense, quand on pense à la pornographie. C'est que la libération du corps des femmes a été récupérée par une industrie qui était masculine et donc, ça a été marchandé tout de suite. Le corps des femmes il y a eu quelques années qui ont passé, tout de suite, le corps des femmes a été marchandé. Et je parle de la pornographie, précisément. Oui, je comprends. Mais tu dis avec raison, justement, que c'est très vaste. Que c'est encore plus vaste que ça. Mais c'est un bon point, en fait, parce que c'est ça, on se trouve à être dans... c'est comme si on dit toujours le retour du balancier, il y avait un équilibre à aller chercher là-dedans, dans cette libération-là, puis peut-être qu'on est en perte d'équilibre, je dirais. C'est ce que j'observe. Oui, on peut observer ça. On allait parler un petit peu du MeToo, il a touché légèrement. J'aimerais ça qu'on mesure... Bon, MeToo, moi, ce que j'ai observé de mon point de vue personnel, c'est que j'ai vu des hommes prendre conscience qu'on était dans une culture du viol, des hommes prendre conscience que leurs concitoyens se comportaient de façon déplorable, parce que pour qu'il y ait autant de femmes qui aient sorti sur les réseaux sociaux en disant « j'ai vécu des agressions sexuelles, j'ai vécu... » Moi, je connais... En fait, tout le monde autour de moi en a vécu. Je connais pas de femme qui dit « Ah non, moi, j'ai jamais connu de harcèlement, d'abus sexuels, à différents degrés, bien sûr, mais
ça nous a fait prendre conscience en tant que société. Puis je pense que les hommes ont pris conscience qu'ils étaient acteurs dans ce changement-là qui devait avoir lieu dans la société. Est-ce qu'on mesure les impacts positifs de MeToo maintenant qu'on est quand même 5 ans plus tard? Bien, on voit sur le plan... Il y a certaines statistiques qui nous laissent croire que MeToo a vraiment eu un impact important. Par exemple, dans l'explosion du nombre de dénonciations d'agressions sexuelles, parce qu'on a toujours pensé que l'agression sexuelle était un phénomène largement sous-dénoncé historiquement. Et depuis 2016, là, on le voit, les dénonciations dans les statistiques explosent. Le nombre de condamnations ne suit pas la même courbe. Il faut le dire, là, parce que les dénonciations, ça monte. Les condamnations, ça a monté un peu, mais ça reste quand même plus stable. Donc, on le voit, il y a une conscientisation qui s'est faite à ce niveau-là, puis il y a un désir des personnes victimes d'utiliser l'appareil judiciaire, puis de vraiment de faire savoir, de faire connaître ce qui leur est arrivé, qui a beaucoup changé. Ça, on le voit. Une autre chose qu'on peut mesurer, c'est le changement de vocabulaire. Là, on va entendre des médias mainstream parler de culture du viol. On va voir ça au téléjournal, on va voir ça dans des revues, dans des articles, dans Le Devoir, dans la presse, dans le Journal de Montréal, des journalistes qui vont référer à la culture du viol. Ça, il y a 10 ans, quand on nommait culture du viol, on se faisait accuser de tous les crimes de la Terre. On se faisait dire qu'on était des rétrogrades, qui voyaient le mal partout et qui est des ennemis des hommes. Et parce que là, on disait qu'il y avait une culture qui favorisait vraiment l'agression sexuelle et les violences sexuelles contre les femmes. Là, c'était il y avait un déni de la réalité, finalement. Bien, c'est mon humble avis. Mais puis là, maintenant, tout d'un coup... depuis MeToo, ça, on a passé ce stade-là. Là, maintenant, on est rendu plus loin. Puis au moins, on peut partir sur cette base-là où on a quand même une majorité de personnes, il y a un consensus social que oui, ça existe. Oui, on a des problèmes sociaux où les femmes sont plus à risque d'être victimes d'agressions sexuelles que les hommes. Et c'est plus l'espèce de discours de la symétrisation. Oui, mais les hommes aussi sont violentés, qu'on entendait beaucoup, puis qui venait beaucoup servir à étouffer le discours féministe et à empêcher le discours féministe. Là, on l'entend. Il existe encore ce discours-là, mais il est plus valorisé. Le consensus social, c'est vraiment que oui, c'est un problème où c'est les femmes qui sont davantage les victimes, puis que les agressions sont davantage des hommes. Ça, c'est un acquis précieux. Oui. Puis un autre acquis qu'on a maintenant au Québec, c'est les projets pilotes pour les tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. OK, mais encore, je ne suis pas familière du tout avec ça. Mais en fait, il y a 6 projets pilotes, dont un à Québec, il y en a un à Montréal, Joliette, Longueuil, un peu partout au Québec. Et maintenant, les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales vont être accompagnées du début quand ils dénoncent jusqu'à tout au long dans le traitement, avec des procureurs qui sont formés adéquatement, avec des juges qui vont être formés adéquatement en termes de manière d'agression sexuelle, en matière de consentement. Et ça, c'est un gain important que les femmes de l'Assemblée nationale ont fait au Québec. Une cause non partisane, peu importe le parti, les femmes de l'Assemblée, nos députés, nos ministres se sont mis ensemble pour faire en sorte que ça soit pris au sérieux dorénavant quand on porte plainte, quand on dénonce. Puis ça, c'est MeToo aussi, parce que le comité transpartisan, le fameux comité parlementaire transpartisan qui a donné le rapport « Établir la confiance » et la création des tribunaux spécialisés, c'est un comité qui a eu le vent dans les voiles grâce à MeToo. Parce que ces femmes-là, ça faisait un bout de temps qu'elles militaient avec Véronique Yvon, là, je pense qu'il faut la nommer, parce que cette femme-là, pour la transpartisanerie et porter ces enjeux-là, ça a été vraiment une championne de ça. Et ces femmes-là avaient du mal à se faire entendre, mais là, quand MeToo est arrivé comme une déferlante, puis que là, beaucoup de gens se sont dit, mais ça peut être tous les hommes qui peuvent être visés par MeToo. Tout d'un coup, c'est devenu une urgence nationale. Et là, portées par cette prise de conscience collective, elles ont vraiment réussi à aller de l'avant. Il y a eu cette grande enquête-là, Rétablir la confiance, menée par Julie Desrosiers de l'Université, prof de droit à l'Université Laval, et la juge à la retraite Cortez. Et ces deux femmes-là ont vraiment mené une équipe qui a pondu un rapport extrêmement important. Et un des chapitres de ce rapport-là, c'est la création des tribunaux spécialisés en violence, violence conjugale, violence sexuelle, et des tribunaux qui visent vraiment à donner accès aux victimes de ces violences-là à du personnel formé, pas pour
changer les règles du droit parce que c'est le même droit à la présomption d'innocence, c'est la même protection pour les personnes accusées, sauf que c'est un système plus bienveillant à l'égard des victimes et qui comprend mieux les caractéristiques spécifiques et particulières des victimes de violences sexuelles. Est-ce que dans ce projet-là, est-ce qu'il y a aussi toute la portion de mieux former les juges à comprendre comment, parfois dans un traumatisme d'agression sexuelle, la femme occulte, la femme va oublier des détails, parce que je sais qu'à date, c'est ça le problème, c'est souvent qu'on va dire votre témoignage est contradictoire parce qu'à un moment donné, vous dites que son jeans était bleu, puis après vous dites que c'est un pantalon noir. Mais on sait que quand la femme vit un traumatisme d'agression sexuelle, en fait, elle va se dissocier. Est-ce qu'il y a une éducation autour de ça qui se fait aussi? Oui, bien, il y a beaucoup de littérature en ce moment où il y a beaucoup de formations sur les juges, entre autres sur les problèmes liés au syndrome post-traumatique, où on revoit avec les études plus récentes comment les syndromes post-traumatiques peuvent affecter la mémoire. Parce qu'il y avait vraiment une fausse croyance du côté du système judiciaire en matière d'agression sexuelle particulièrement, que quand tu es agressé, ça te marque tellement que tu vas avoir une mémoire photographique du plus petit détail, alors que la biopsychologie a prouvé que c'est complètement faux. La neuropsychologie. Il y a du travail à faire encore pour changer l'opinion publique par rapport à ça, je trouve. Oui, peut-être. Puis pour changer aussi l'opinion de certains juges, parce que on le voit dans des décisions même récentes. Là, il y a des juges qui sont pas toujours hyper sensibilisés encore à ça. Là. Incroyable. Vous allez dire quelque chose, Joanne, par rapport à ça? Selon vous, voulez-vous rajouter quelque chose à ce que Rachel vient de dire? Bien, c'est parce que je voulais parler du cas de Simon Houle cet été, là, qu'on a vu, là, où que le Pouvez-vous juge... le mettre en contexte? Bien, en fait, il était accusé d'agression sexuelle. Et puis, le juge, je me rappelle pas de son nom, là, mais l'a absous. Sous prétexte... L'absolution conditionnelle, sous prétexte qu'il fallait qu'il voyage à l'étranger. Voilà, un peu comme dans le cas de Gilbert Rozon, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand c'était arrivé au manoir Rouville. Au manoir Rouville, Campbell Rouville. Et puis là, maintenant, ben, le fameux monsieur en question qui étudie pour devenir avocat. Ingénieur. Ingénieur. Mais les prises de vocation. Devenir ingénieur. Il s'en va à Cuba, puis il recommence le même petit manège à Cuba. Lui, il a fait une agression sexuelle. Ben, il est présumé, on présume qu'il y a une femme qui a porté plainte contre lui. Il était dans un tout inclus à Cuba, puis il y a une femme qui a porté plainte contre lui pour des attouchements illicites. Mais il n'y a pas eu de conséquences à ça, c'est ce que je comprends. Ben là, le juge... c'est parce que l'affaire Houle, c'est une affaire qui est... en révision. Oui, là, ça a été porté en appel, en fait. Ouais. Il y a eu une plainte formelle de déposer contre le juge et l'affaire a été portée en appel. Bien, Houle, c'est un beau cas d'école parce que Houle, c'est un cas d'agression relativement classique. Houle, ça se passe dans une résidence privée. Houle connaît la victime, mais depuis peu. Ils ont été présentés l'un à l'autre plus tôt dans la soirée. Et la victime est en peine d'amour. Il y a de l'alcool impliqué. La victime a choisi de ne pas rentrer chez elle. Houle lui propose de rester couché dans l'appartement. Et pendant que la victime dort, Houle va en profiter pour l'agresser sexuellement, avoir des attouchements. Et c'est au moment du réveil, la victime il va avoir presque fini ou la victime va réaliser ce qui s'est passé pendant la nuit. Et l'agression est reconnue. Houle va admettre les attouchements. Il va admettre, puis en droit, maintenant, une personne inconsciente ne peut pas consentir. Donc, c'est clair. Il y a des décisions judiciaires qui l'ont statué clairement. Donc, à partir du moment où Houle avoue que oui, il a profité pour... il s'est masturbé sur elle, il l'a dévêtue, il a fait toutes sortes de choses. Et elle était inconsciente. C'est une agression sexuelle. C'est une admission claire, nette et précise. Et le juge, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire... je suis contente que vous ayez admis. Alors ça, c'est parce que c'est une grille. Là, au moment de déterminer la peine, il y a les facteurs atténuants puis il y a les facteurs aggravants. Alors là, le juge va cocher facteur atténuant. Il a admis. C'est un garçon de bonne famille. C'est un ingénieur. Ses parents sont venus me dire ça joue en sa faveur? Oui, ça joue en sa faveur. Donc, le fait d'être blanc, d'appartenir à un milieu privilégié... Les fameux privilèges blancs. Ça joue vraiment parce que tu viens d'une meilleure famille, tu as un meilleur niveau socio-économique, tu as fait des bonnes études, et tout ça, c'est coché, facteur atténuant, facteur atténuant, facteur atténuant. Et même si on a relevé dans le passé, il y avait eu un autre problème
il y avait eu une autre mise en accusation, il y avait des antécédents. Le juge a quand même déterminé que ça comptait pas parce que même si lui admettait qu'il avait commis des gestes problématiques dans le passé, puisqu'il n'avait pas été condamné, le juge va traiter son agression comme une première agression qui va déterminer que dans les circonstances, une absolution conditionnelle, donc il n'y a pas de casier judiciaire à condition qu'il reste sage pendant 5 ans. Wow. C'est la meilleure décision pour... Là, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé, mais ça s'en va en appel. Là, c'est en appel. La décision est en appel sur le plan de la peine parce que la condamnation, la sentence, elle, reste inchangée. Il a été condamné, il a été reconnu coupable. Ouais. Alors là, le DPCP est allé en appel de la peine. Et évidemment, le juge qui a rendu la décision, il y a eu une plainte qui a été déposée contre lui. Donc là, la plainte a suivi son cours. OK. Il y a encore du chemin à faire, c'est ça, au niveau du système judiciaire. C'est en 2022, là. Ouais. C'est ça, on a encore vraiment... Ma question est peut-être... je ne veux pas être méchante en la posant, mais est-ce que c'est un juge jeune? C'est un juge, oui, relativement jeune. C'est un juge qui était... En fait, puis ça amène d'autres questions parce que c'est un juge qui était à sa 2e ou 3e année comme juge. Je pense qu'il a été nommé en 20 ou 21. OK, il était vraiment jeune. C'est un juge qui était procureur de la défense auparavant. Oui. Je pense que c'est ça qu'il faut le nommer parce que ça pose certaines questions. C'est un juge qui était procureur de la défense, qui était avocat de la défense avant et qui se spécialisait dans les causes d'agression criminelle, d'agression sexuelle, donc qui défendait finalement des personnes comme Hull. Et là, à 2 ans de sa nomination comme juge, il accepte de présider ce procès-là. Mm-hmm. Et quand on lit la décision judiciaire, on se demande des fois si son passé d'avocat de la défense n'est pas encore un peu trop collé sur lui. Et ça pose une dernière question. Parce que là, on veut mieux former les procureurs, on veut mieux former les juges. Ça, c'est très bon, mais je pense qu'il y a une question de formation des avocats de la défense aussi. Puis là, il y a des avocats de la défense, s'ils m'écoutent, qui vont monter au créneau et coller au plafond. Mais je pense qu'on a vraiment un problème, puis on l'a vu dans le procès Rozon, comment les avocats de M. Rozon traitaient Mme Charette. Il y a vraiment un problème chez certains avocats de la défense qui vivent, mais qui ont des préjugés incroyables contre les victimes et qui les assument pleinement et qui confondent ces préjugés-là avec la réalité. Oui, je comprends. Donc, on a tout encore, ça revient à dire qu'on est dans une dimension où il faut rééduquer la population au grand complet. Comme on parlait tantôt notre grand thème aujourd'hui, c'est l'hypersexualisation. On parlait tantôt de la libération de la femme, puis qu'il y a du positif là-dedans. Là, je trouve ça important qu'on parle des choses positives. C'est sûr que moi, à un moment donné, je me sens un peu larguée comme féministe parce que je comprends mal les femmes qui s'identifient à leur sexualité pour se mettre en valeur, comme sur OnlyFans. Pas que je les juge, mais pour moi, c'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas dans mes valeurs. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'on peut retrouver un équilibre là-dedans, selon vous? C'est où l'avenue pour que tout le monde soit content? Est-ce que c'est réconciliable? Est-ce qu'il y a une espèce de juste milieu? Parce qu'il me semble qu'on est beaucoup dans les extrêmes. Je pense que, historiquement, on est arrivé là, c'est pas pour rien. Il y a eu cette libération sexuelle, il y a eu tous ces réseaux sociaux. Le besoin d'assumer sa sexualité, moi, je pense que malheureusement, elle passe par vivre sa sexualité de manière publique. Mm-hmm. Mais c'est peut-être un effet normal là, dans tout ce processus de libération de la femme, et libération de la sexualité davantage. Oui. Mais je pense qu'il faudrait peut-être se demander si la sexualité peut être saine de manière tout à fait intime et plaisante et excitante de manière tout à fait intime. Sexualité, oui, la sexualité hétérosexuelle. Il y a, il y a peut-être ça, c'est peut-être un élément de réponse. Il faut faire confiance aussi à l'ensemble de la société, aux femmes aussi. Il faut faire confiance au débat des idées aussi. Mais il faut avoir le droit d'en parler, du moins. Qui va se manifester peut-être de tous ces débats-là, je le pense. Il faut être patient. Oui. Puis développer l'esprit critique aussi, je pense, pour chacun. Oui, puis ça se fait, comme on le disait, dans le cadre de l'éducation scolaire ou à la maison. Oui. Ouais. Joanne, vous alliez ajouter quelque chose? Oui, mais
Oui, parce que, vous l'avez dit, l'esprit critique, hein? Chez nos jeunes, puis même chez les personnes plus âgées, les vingtaines, trentaines, quarantaines, c'est important de développer l'esprit critique. L'école devrait nous montrer ça. Alors, c'est pas quelque chose qu'ils font. Mais c'est pas nécessairement le cas. En tout cas, en matière d'éducation à la sexualité, ils n'ont pas vraiment fait. Hein? Non. Et puis, ce qu'il faut voir toujours, c'est qu'il y a le double standard. Un jeune homme qui a plein de partenaires sexuels, qui se met en scène sur Facebook, peu importe, Twitter, OnlyFans, etc., il est toujours bien perçu parce qu'il assume le rôle du dominant, il assume le rôle du performant, etc. Alors que la femme, la jeune fille qui va faire pareil, qui va avoir plusieurs partenaires sexuels, ben, elle va se faire traiter de salope. On l'a vu récemment avec toute la controverse sur la députée péquiste de l'Outaouais qui s'est faite littéralement vilipender parce qu'un journaliste était allé déterrer un vieux vidéo d'un clip porno auquel elle avait participé, où on la reconnaissait même pas, sauf à travers un tatou. Oh, et il en a fait une nouvelle, il a sorti ça, et il y a même un élu municipal qui avait déjà travaillé avec cette jeune femme-là, qui est allé dire qu'il n'aurait jamais travaillé avec elle s'il avait su. Quand est-ce qu'on entend des gens dire que lui, je sais qu'il consomme de la porno, donc je ne veux pas travailler avec lui? C'est le double standard est très présent. Et je pense que ça aurait été intéressant, je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que dès le lendemain, j'ai vu, par exemple, le Parti québécois sortir... Puis ils l'ont défendu. Oui, ils l'ont défendu. Okay. Et puis ensuite, ils en ont profité pour parler de leur programme à l'égard des femmes, la condition féminine. Ça a ouvert la porte. Non, mais ça aurait été une belle occasion qu'on parle justement de la pornographie en ligne, puisque c'est un enjeu actuel. Trouvez-vous qu'on en parle pas assez? Puis l'idée n'est pas de culpabiliser la femme qui y a participé. Et elle l'a fait, je crois, de son plein gré. L'idée, c'est pas ça, là. C'est de profiter de cette nouvelle, entre guillemets, pour débattre de ça. Et on n'en a pas vraiment débattu. En tout cas, ni sur les réseaux sociaux, ni officiellement de la part des candidats ou du chef du Ça reste du un sujet quand même tabou, je pense, cette pornographie. Oui, c'est un sujet tabou parce que, d'une part, bon, les gens admettent plus ou moins l'écouter. C'est ça. Ensuite, on est un peu coincé dans le discours sur la liberté d'expression où on dit, vouloir censurer la pornographie, ça va à l'encontre de la liberté d'expression, etc., etc. Et même si on établit que, parce qu'on a quand même des règles contre les contenus discriminatoires, contre les contenus misogynes, contre les contenus qui présentent des agressions sexuelles. Il y a des règles, c'est établi que ces contenus-là, ils ne devraient pas être diffusés médiatiquement. Il y a un consensus social là-dessus. Je pense que le débat sur la liberté d'expression par rapport aux contenus qui sont manifestement sexistes, c'est un faux débat parce qu'on a reconnu qu'on ne voulait pas que ces contenus-là soient diffusés. Par contre, le web, qui va contrôler le web? C'est ça. Comment on va contrôler le web? Exact. Ça, il y a un nœud là qu'on ne réussit pas à résoudre parce que je pense que c'est un problème qui a l'air trop gros pour les personnes actuelles qui font les lois. C'est comme si c'était quelque chose on bloque un site web, il peut en ouvrir un autre, ça devient tellement difficile. C'est un problème à l'international. Ça prendrait un cadre international pour vraiment régir ça efficacement. Puis là, puisqu'on ne sait pas trop par quel bout prendre le problème, là, les gens, on n'en parle pas. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Surtout en campagne électorale, là, parce que c'est des sujets qui sont un peu trop chauds, j'imagine, pour les toucher. J'ai envie de vous donner à tout le mot de la fin. S'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre de l'avant qui vous touche particulièrement, Joanne, j'irai avec vous en premier. Bien, moi, je pourrais vous dire que depuis 1980, c'est-à-dire au moins depuis 40 ans, plus il y a de production de pornographie, plus la production de la pornographie augmente, plus sa diffusion augmente, plus la consommation de pornographie augmente et les demandes de consultation chez les spécialistes, chez les psychologues ou les sexologues pour des problèmes de dépendance à la pornographie. Donc ça, c'est un fait qui existe vraiment. Là, oui. En plus, plus les gens consomment de la pornographie, plus le nombre... On regarde les statistiques, là, plus le nombre d'agressions sexuelles et d'infractions sexuelles augmente au Canada et au Québec.
Donc, on voit une incidence directe avec la consommation d'alcool? Est-ce que c'est une incidence? C'est pas une incidence. C'est pas une incidence, c'est un... Il y a des liens. C'est une corrélation. C'est des liens. C'est pas des effets, c'est des liens. OK. Donc, ça veut dire que c'est plus subtil que c'est ça, plus à cause subtil. d'effets. On les voit. Alors que l'ensemble de la criminalité au Canada a diminué de même qu'au Québec. Donc, on se retrouve avec plus de victimes, plus de dénonciations, plus de victimes, et c'est toujours le sexe féminin qui est davantage agressé. Oui. Même s'il y a des jeunes hommes qui sont agressés, même s'il y a des enfants masculins qui sont agressés, c'est de plus en plus des femmes. Et l'autre phénomène qu'on voit depuis 20 ans, depuis les statistiques de 1998, c'est que maintenant, les jeunes qui n'ont pas eu d'éducation à la sexualité, qui sont âgés entre 12 et 17 ans, deviennent de plus en plus des agresseurs sexuels et commettent de plus en plus des infractions sexuelles. Alors, on est dans un problème de santé publique silencieux qui est très important. Puis, on n'a pas fini de voir les effets de ça. On n'a pas fini, non. C'est ça. Est-ce que, Geneviève, tu voudrais ajouter quelque chose? Bien, je pense que ce qu'il y a de plus urgent, on parlait d'être patient, mais évidemment qu'il y a des programmes à mettre en place. C'est l'éducation des jeunes, puis autant des jeunes filles que des jeunes garçons. Je pense que c'est de responsabiliser les hommes, les plus jeunes surtout, pour qu'ils arrivent à vivre une sexualité qui est épanouissante, qui n'est pas toujours dans le combat, dans la performance, dans la compétition, dans la prédation, je dirais même. Puis, voilà, je pense que ce serait mon mot. Ça me fait penser à quelque chose parce que, tu sais, on a souvent... le mouvement féministe a souvent une mauvaise presse parce qu'on dit que c'est des femmes frustrées qui sont comme fâchées après les hommes. Oui, mal baisées, vous l'avez bien dit. Mais exact. Puis, tu sais, des fois, c'est quasiment gênant de dire qu'on est féministe parce qu'il y a tellement eu une mauvaise presse autour de ça. Puis là, on parle depuis tantôt de l'homme agresseur. Je trouve ça important de le nuancer parce que je le sais comment des hommes peuvent facilement être fâchés puis dire, bon, encore des frustrés. On n'est pas en train de dire que tous les hommes sont des agresseurs. On n'est pas là du tout. En fait, j'ai plein d'hommes absolument extraordinaires, très sensibles à la cause des femmes. Ce que je pense c'est important de le nuancer, c'est que chaque homme a un rôle à jouer là-dedans. Puis j'irai juste avec une petite anecdote avant de vous laisser terminer, Rachel. Mais moi, j'ai travaillé longtemps à l'école de police, qui est un milieu d'hommes, un milieu quand même misogyne. Je m'excuse de le dire, mais c'est vrai. Puis à un moment donné, j'étais dans une situation où je me faisais vraiment... avant de commencer un scénario, j'étais comédienne, là, fait qu'on faisait des scénarios, l'apprentissage des aspirants. Puis je me rappelle qu'il y avait comme un des profs qui était en train de vraiment avoir des commentaires extrêmement sexuels envers moi. Ça me mettait mal à l'aise, puis j'étais la seule fille. Toutes mes collègues autour, c'était des hommes. Puis c'était juste avant le mouvement MeToo. Puis j'y ai repensé quand MeToo est arrivé, puis je me disais... Si ça avait été 1 an plus tard, j'ose croire que j'ai au moins un collègue qui se serait levé pour dire de fermer sa boîte puis qui est totalement déplacé dans un... Puis j'avais pas le courage de le faire. C'est ça, c'est que ça prend du courage aussi pour se lever puis dire « Hey, tu dépasses les limites, ça se fait pas. » Donc, c'est là... Je pense qu'on voudrait que les hommes reprennent tous conscience qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans. Bien, je pense que, puis pour faire du moulage là-dessus, puis ça va être mon mot de la fin à moi. Là. Parfait. Moi, j'ai beaucoup confiance dans les générations plus jeunes parce qu'ils ont été élevés différemment. Là, on commence à voir là, les impacts des premiers mouvements féministes et tout, puis on voit des jeunes qui ont vraiment été élevés différemment. Et on voit que, parce que si on regarde historiquement, le centre d'attention, ça a toujours été les hommes, les besoins des hommes, les désirs des hommes, les chagrins des hommes. Et les féministes, puis il y avait toujours une récupération, un recadrage du projecteur sur les hommes quand les féministes parlaient, parce qu'on finissait toujours par parler davantage de la peine que les féministes font aux hommes que des problèmes que soulevaient les féministes. Alors, tout était toujours ramené à la réalité masculine constamment. Puis je trouve que c'est dans ce discours-là qu'il faut toujours rassurer les hommes. Messieurs autour de nous, nous vous rassurons que tout n'est pas dirigé contre eux. Il y avait cette contrepartie-là que c'était comme naturel que tout d'un coup, la caméra revienne toujours sur eux, leurs petits chagrins à eux,
eux, puis comment ils avaient de la grosse peine parce que là, on leur disait qu'ils étaient sans doute méchants ou qu'il y en avait parmi eux qui étaient méchants. C'était pour reprendre un peu l'espèce d'histoire que Margaret Atwood aime raconter de ce village où les hommes et les femmes ne se parlaient plus. Et là, le vieux sage rentre dans le village et là, il voit ça, les hommes et les femmes ne se parlent plus. Puis là, il dit, moi, je vais réconcilier tout le monde. Puis il va voir les hommes, puis il va, pourquoi vous parlez plus aux femmes? Les hommes, ils disent, on parle plus aux femmes parce que les femmes sont méchantes avec nous. Elles nous attaquent, elles nous disent qu'on n'est pas gentils, elles nous font de la peine, puis on se sent jugé par elles. Et là, l'homme, il va parler aux femmes, il dit aux femmes, pourquoi vous voulez plus parler aux hommes? Et les femmes disent, nous, on veut plus avoir d'interaction avec les hommes parce que les hommes nous tuent. Et c'est raide, mais ça... C'est Margaret Atwood aussi. C'est Margaret Atwood, c'est pas dans la subtilité, mais ça dit ce que ça dit. Mais je trouve que le changement, c'est que maintenant, les hommes sont capables eux-mêmes de mettre le projecteur ailleurs. Ouais. Puis on a une génération d'hommes qui sont assez forts, qui sont assez confiants, qui sont assez sûrs d'eux, en quelque part, puis qui sont habitués à partager l'attention. Puis qui sont habitués à vivre dans un monde où tout le monde a le droit d'avoir, à un moment donné, le projecteur braqué sur eux, peu importe qui ils sont. Et ça veut dire que des fois, le projecteur va être braqué sur des femmes, puis que le projecteur va être braqué sur les victimes, et que leur rôle là-dedans, c'est aussi d'être en soutien à ces victimes-là. Puis je pense que vous avez raison de dire que dans un monde d'aujourd'hui, quelqu'un vous aurait défendu. Parce que moi, je veux le croire aussi, parce que je le vois, j'enseigne à des jeunes, puis je vois ces jeunes hommes-là qui ont cette conscience-là, puis qui vont se porter à la défense de leurs collègues féminines quand leurs collègues se font attaquer. Bien, je trouve ça super encourageant de terminer sur ça, parce que justement, c'est de se dire qu'en tant que société, on progresse. Peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais du moins, il y a des changements quand même qu'on peut remarquer. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette belle discussion-là. Vous êtes 3 belles femmes. Merci d'être venues aujourd'hui. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode de Juste pour savoir.